Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, 20 ans de prison ferme pour Succès Masra. L'opposant et ancien Premier ministre tchadien est reconnu coupable d'avoir diffusé des messages de nature raciste et xénophobe dans l'affaire de Mandakao, l'épilogue d'un procès tendu qui aura tenu le pays en haleine pendant plusieurs jours. Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Yopougon, un rassemblement à l'initiative des deux partis d'opposition PDCI et PPACI pour protester contre la candidature à un 4e mandat du président Alassane Ouattara, mais surtout pour leur réintégration sur la liste électorale. La correspondance à suivre. Enfin, alors que le Soudan ne cesse de s'enliser dans une guerre civile qui ne trouve pas d'issue, des centaines de familles tentent de redonner une certaine dignité à leurs proches morts dans le conflit en leur érigeant des sépultures dans des cimetières improvisés. Et on ouvre ce journal au Tchad. L'ancien Premier ministre Succès Masra écope de 20 ans de prison ferme. Il est reconnu coupable d'avoir diffusé des messages à nature raciste et xénophobe, d'association de malfaiteurs et de complicité de meurtre dans le cadre du drame de Mandakao, où 42 personnes avaient été tuées en mai dernier dans un conflit intercommunautaire. Ghislaine Alataroum. Le verdict est tombé à N'Djamena. L'ancien Premier ministre et opposant politique Succès Masra est condamné à 20 ans de prison ferme au terme d'un procès sous haute tension. La défense qualifie le dossier de totalement vide et parle d'instrumentalisation de la justice. Comme vous l'avez constaté, nous assistons malheureusement à une consécration d'une pratique qui consiste en l'instrumentalisation de la justice pour pouvoir régler des comptes politiques. Nous ne le dirons jamais assez. Et cela est regrettable. Après l'annonce de la décision, la salle a grondé de colère. Parmi les 74 accusés, 60 ont été également reconnus coupables et écopent de 20 ans de prison ferme. En revanche, 9 ont été relaxés au bénéfice du doute à l'encontre des réquisitions initiales du ministère public. Les conseils de la défense disent se réserver le droit d'interjecter appel. Autre titre de ce journal, la Côte d'Ivoire, où des milliers de personnes ont répondu à l'appel à manifester des deux partis d'opposition, PDCI et PPACI. Ils protestaient contre la candidature à un 4e mandat d'Alassane Ouattara, mais également pour la réinscription sur la liste électorale de plusieurs dirigeants d'opposition. Un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme. La correspondance à Abidjan de Julia Guggenheim. C'est un flot de militants qui s'est déversé dans une ambiance bon enfant jusqu'à la place Figuegayo dans la commune de Yopougon. 150 000 personnes selon les organisateurs, 6 000 selon la police. Les anciens adversaires politiques, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam, ont donc marché main dans la main pour demander la réintégration sur la liste électorale de leur leader et pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens vont récupérer leur pays. Pas de l'injustice, pas de 4e mandat, pas de 4e mandat. Ouattara va dégager. La population est sortie massivement pour exprimer sa volonté de voir une élection inclusive, une élection qui inclut toutes les personnalités politiques de grande envergure comme M. Laurent Gbagbo, comme M. Tidjane Thiam, pour favoriser une alternance. Cette première marche du Front commun s'est donc déroulée sans heurts, mais en l'absence des leaders politiques Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, qui est toujours en Europe. Pascal Afine-Guessant du FPI, qui appartient pourtant à une autre coalition de l'opposition, lui était présent. À son arrivée, le porte-parole du PPACI s'est exprimé à la tribune pour dénoncer le harcèlement judiciaire dont il estime que les partis d'opposition sont victimes. 6 militants du PPACI avaient été arrêtés en début de semaine suite à un épisode de vandalisme dans la commune de Yopougon. Plusieurs cadres du PPACI et du PDCI, eux, avaient été auditionnés pendant plus de 17 heures justement en amont de cette marche. On en vient à la visite d'Ousmane Sonko en Turquie. Le Premier ministre sénégalais continue sa quête de partenaires internationaux pour sortir le pays de la crise économique. Quelques semaines après son voyage en Chine, il a rencontré ce jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara et a sollicité son appui pour dépasser la période compliquée des finances publiques sénégalaises. Plus de détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao.
Une Turquie déterminée à côté du Sénégal pourrait nous aider à traverser cette période un peu difficile pour nos finances publiques, a affirmé le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au président turc Recep Tayyip Erdogan. Cette visite du Premier ministre sénégalais en Turquie intervient une semaine après le lancement à Dakar d'un plan de redressement économique censé permettre au Sénégal de sortir de la crise des finances publiques. Le pays traverse plusieurs mois de turbulences économiques avec une notation qui n'a cessé de se dégrader sur le marché international et une dette publique qui a atteint 119% du PIB. Cette visite intervient quelques semaines après une autre visite similaire en Chine. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko se tourne ainsi vers le partenaire turc. Il a été accueilli en grande pompe par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le Sénégal et la Turquie ont signé 4 accords de coopération, notamment dans les secteurs de l'enseignement supérieur, mais aussi de la coopération financière et militaire. Le Sénégal et la Turquie veulent multiplier par 3 leur volume d'échanges économiques et le Sénégal veut attirer davantage d'entreprises turques. Une centaine d'entre elles sont déjà présentes à travers le pays. On s'arrête au Soudan, toujours déchiré par la guerre civile. Dans certaines régions, les combats continuent d'opposer l'armée régulière aux forces de soutien rapide. Dans la capitale Khartoum, reprise en mars aux paramilitaires, les morts enterrés à la hâte au plus fort des combats retrouvent une dignité grâce au combat de leur famille. Nicolas Chamontin. En apparence, ce terrain de la banlieue sud de Khartoum semble parsemé de débris. Mais en réalité, ces monticules de terre et ces objets cachent un cimetière improvisé. Cette Soudanaise prie devant la tombe de sa fille de 12 ans. Elle est morte alors qu'elle allait acheter des chaussures. L'endroit a été bombardé de manière inattendue. Nous n'avons pas trouvé d'autre endroit pour l'enterrer. Au plus fort des combats, des centaines de familles ont dû enfouir leurs proches dans l'urgence. Des membres du Croissant Rouge exhument les défunts, les désinfectent, puis les chargent avec précaution à l'arrière d'un camion. Leur ultime voyage vers un cimetière situé à quelques kilomètres d'ici, où ils auront enfin droit à une sépulture digne. Les habitants ont accepté l'exhumation des corps de leurs proches à cause des risques sanitaires et environnementaux qu'ils représentaient. Ils ont donc coopéré avec nous. En mars dernier, l'armée régulière a repris Khartoum aux paramilitaires des forces de soutien rapide, mais les deux camps continuent de se battre dans plusieurs régions, notamment au Darfour occidental. La guerre, débutée en avril 2023, a tué quelques 150 000 civils et mis sur la route des millions de personnes. La destruction des infrastructures empêche la population, en proie à la faim et aux épidémies, de recevoir une aide humanitaire suffisante. En Éthiopie, l'inquiétude de la Commission des droits de l'homme sur la situation dans les régions d'Amara et Oroma. Un rapport pointe du doigt les détentions arbitraires dans ces deux régions en proie à des conflits armés depuis plusieurs années. À Oromia, la Croix-Rouge alerte sur les conséquences désastreuses du conflit sur les populations civiles. Laurent Berstécher. Assises devant le centre de santé de Gunfi, ces patientes attendent tranquillement leur tour. Cette clinique, située dans la région d'Oromia en Éthiopie, vient de rouvrir ses portes après avoir été fermée pendant près de 2 ans. Ces dernières années, nous avons beaucoup souffert des lacunes du système de santé. De nombreuses femmes enceintes sont mortes à cause du manque de traitement. Mais aujourd'hui, nous recevons enfin des traitements adaptés. En novembre 2022, les autorités éthiopiennes et le Front de libération du Tigré signaient un accord de paix mettant fin à une violente guerre civile. Mais l'Éthiopie reste aujourd'hui minée par d'autres conflits, notamment dans la région d'Oromia, où l'armée de libération de l'Oromo mène une violente insurrection depuis 2018. Et si la ligne de front a peu bougé en 7 ans, le conflit pèse de plus en plus sur les 40 millions d'habitants de la région. Aujourd'hui, les civils souffrent du manque d'accès aux services de base, en plus des dangers pour leur propre vie. Le conflit a détruit les infrastructures existantes, les écoles, les hôpitaux et les points d'eau. Malgré le conflit, plusieurs cliniques et hôpitaux de la région ont récemment pu reprendre du service et tentent tant bien que mal de subvenir aux besoins des populations locales.
En Tunisie, le 7 mai dernier, des travailleuses agricoles manifestaient dans la symbolique avenue Bourguiba de Tunis pour dénoncer leurs conditions de travail. Une protestation motivée par les décès de leurs collègues dans des accidents routiers à bord de véhicules tristement nommés camions de la mort. Ces travailleuses sont également sous-payées alors qu'elles représentent près de 80% de la main-d'œuvre agricole. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tlili sont allés à leur rencontre. Regardez. Ces images sont filmées dans la région de Sfax, à l'est du pays. Il est 6h du matin. On peut voir des femmes s'entasser à 15 ou à 20 dans ces camions qui les emmènent sur leur lieu de travail. Elles ne veulent pas nous parler par peur de leurs employeurs. Alors pour mieux comprendre leurs problèmes, nous sommes allés à la rencontre de Nabiha. À Hawaria, dans le Cap Bon, elle fait office de transporteur pour ces femmes, dans des conditions difficiles. Je les ramène en fonction de la demande de chaque agriculteur. Certains ont besoin de 5 femmes, d'autres 4. Mais ce type de transport reste dangereux. Déjà, vous avez vu ce matin, même si j'en prends pas beaucoup. Je conduis très doucement. Des fois, ça les met en retard, mais je préfère ça plutôt que risquer un accident, car je suis responsable vu que c'est moi qui conduis. L'avantage, c'est qu'avec moi, elles se sentent plus en sécurité. Nabiha admet être dans l'illégalité avec ce genre de transport. Mais les femmes n'ont pas d'autre solution selon elle. Elles doivent aller au travail. Ici, c'est une région agricole, donc elles n'ont pas d'autre choix que de travailler dans ce domaine et de cette façon. Moi, j'aimerais bien avoir une autorisation pour travailler, mais les conditions pour le transport agricole sont difficiles à remplir. Il faut beaucoup d'argent pour financer un véhicule de cette place. En attendant, ces femmes doivent travailler. Mais beaucoup d'ouvrières agricoles souffrent encore de leurs conditions de travail. Moi, j'attends toujours une action de l'État. Je gagne 20 dinars par jour. Ça ne suffit plus pour vivre aujourd'hui. On est vraiment épuisés. Quand il pleut, vous n'imaginez même pas ce que c'est de travailler dans les champs. Pourtant, ces dernières années, les femmes agricoles ont fait entendre leur voix, comme en mai dernier lors d'une manifestation et un congrès organisé à Tunis. Mais parler et défendre ses droits a souvent des conséquences. Jamila Chati, ouvrière agricole à Jbeniana, à l'est du pays, en a fait les frais. Moi, le transporteur ne m'autorise plus à monter dans son camion depuis que j'ai co-créé un syndicat. Il ne veut plus de moi pour le travail car il sait que je ne vais pas me taire et que je défends les droits des femmes. Une lutte réduite au silence et pourtant d'actualité. Le 17 juillet dernier, un accident de la route a encore fait 6 blessés parmi les ouvrières agricoles. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes chefs d'édition Clémence Valère et Louisa Abri. Merci aux équipes en régie. Restez sur France 24, l'information continue.